Il est 20 h à Libreville au Gabon, c'est la même heure à Douala au Cameroun. L'heure est à votre journal sur Gabon Première. Voici les titres. Fin hier à Libreville, des travaux de la Task Force sur la santé au Gabon. 3 jours durant, les spécialistes de ce secteur ont réfléchi sur les pistes de solutions en vue de sortir notre système de santé de ses multiples maux. Des travaux qui ont pris fin en présence du Premier ministre Julien Kogbe-Kalé. Peut-être bientôt le retour en masse des ordures ménagères dans les rues de la capitale gabonaise. Pour cause, les agents d'Averda, la société gabonaise d'assainissement et de ramassage des ordures ménagères, sont en grève depuis ce matin. Ils réclament le paiement de 3 mois d'arrêt de salaire. Bientôt, là aussi, une nouvelle société de transport urbain au Gabon. À quelques semaines du début de l'activité, le ministre gabonais des Transports multiplie les consultations avec les futurs partenaires. Justin Dounangoy s'est entretenu ce matin avec les responsables de la RATP, la Régie autonome des transports parisiens. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de Gabon Première. Bienvenue à tous. En ouverture de votre 20 h, l'audience que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a accordée ce matin au président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en abrégé ARCEP, les projets en cours de ce secteur, notamment l'expérimentation de la 5G, étaient au centre des échanges. Le compte-rendu de Priska Mugula et Arma Mupende. Le sujet est d'actualité, d'autant plus qu'il tend à devenir la norme en matière de télécommunications à l'international. L'expérimentation de la technologie de 5e génération au Gabon a dominé les échanges entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP. Je suis venu informer son Excellence Ali Bongo Ondimba que ce champ d'expérimentation va commencer dans quelques jours, situant donc le Gabon dans le leader en la matière, c'est-à-dire l'expansion de la téléphonie dans tout le Gabon. Et ensuite, cette expérimentation va commencer au niveau de Libreville, donc sur les sites de Mbolo, la Sablière et au niveau du conseil interministériel, le bâtiment situé au niveau du conseil interministériel. Donc on pourra naviguer avec un portable ayant le signal 5G au Gabon. Le déploiement de cette génération des standards pour la téléphonie, similaire à la fibre optique, a pour objectif d'améliorer les débits et le temps de latence. C'est du haut débit, on va dire du ultra haut débit. Vous allez naviguer avec un portable smartphone à la vitesse de 10 gigabits la seconde. En fait, c'est une rupture totale avec les anciennes technologies. Vous aurez à la main la fibre optique. La fibre optique, c'est quoi? C'est la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 millions de mètres par seconde. Au niveau de tout ce qui est téléopération, par exemple la téléchirurgie, avec une technologie de 5G, vous suivez l'opération en direct. L'avènement des réseaux mobiles 5G permettra de répondre aux défis de l'heure en termes de connectivité. En deuxième heure, le président de la République s'est entretenu avec le représentant spécial et chef du bureau régional des Nations Unies. Les questions relatives aux réformes de la CEAC ont focalisé les échanges au Palais du bord de mer. Nous retrouvons Priska Mugula et Arma Mupende. L'engagement du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la relance des activités de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est l'un des sujets abordés au cours de cette audience entre le président de la République et le représentant spécial et chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA. J'ai profité de cette audience pour féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour son engagement personnel pour la relance des activités de la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, et aussi et surtout la réforme de ces institutions. Et comme vous savez, il n'a ménagé aucun effort pour cette relance, lui et son gouvernement. Les Nations Unies attachent une très grande importance à cette réforme, dans la mesure où
La CAC transformée en commission permettra une meilleure intégration de la région, mais aussi leur disposera d'une architecture de paix et de sécurité qui permettra à la région d'adresser les grands problèmes auxquels la région est confrontée. En sa qualité de président en exercice de la CAC, le numéro 1 gabonais a fait un tour d'horizon de l'environnement socio-économique de la sous-région avec son hôte. Nous avons parlé des problèmes de plusieurs pays de la région et comme vous savez, le président Bongo assume la présidence en exercice de la CAC et à cette qualité, nous avons échangé utilement sur plusieurs questions sous-régionales et naturellement aussi sur des questions nationales. Un sommet de la CAC se tiendra à Libreville dans les tout prochains jours. Cette rencontre statuera sur la mise en œuvre des réformes de l'institution créée en 1983. Fin hier à Libreville, des travaux de la Task Force sur la santé. Durant 3 jours, les professionnels de ce secteur se sont attelés à mettre sur papier un rapport et des recommandations. C'est le Premier ministre Julien Kogebe-Kalé qui a mis fin aux assises, non sans avoir exprimé son insatisfaction sur la manière dont la problématique du secteur santé a été abordée. Patricia Lidi-Mouélé, Arnaud Mungue pour le point. Du gouvernement, Julien Kogebe-Kalé dénonce farouchement les conclusions du rapport issu de cette grand-messe sur la task force consacrée à la politique sanitaire au Gabon. 3 jours durant, les professionnels de la santé se devaient d'examiner en profondeur les problèmes relatifs à ce secteur clé et d'apporter des solutions idoines afin que les populations soient les premières bénéficiaires. Contre toute attente, les experts ont plus axé leurs réflexions sur le paiement de primes et autres avantages au détriment des besoins réels tels que la formation, le fonctionnement des CHU, l'approvisionnement des médicaments, en un mot, les problèmes profonds qui minent le secteur santé aux grandes dames du Premier ministre. Nous allons prendre vos recommandations. Le gouvernement va en extraire 5 ou 10 décisions qui vont s'imposer à vous. Parce que vous n'avez pas voulu faire le travail comme vous avez demandé de faire. Vous avez philosophé, vous avez piloté des théories jusqu'à sortir 192 milliards de demandes sous la protection sociale. Alors on sait que l'argent commun à la protection sociale ne va pas à ceux qui les décident. On demande encore 192 milliards. Rien que vos tableaux, la part que vous réservez aux médicaments, c'est le signe de la mauvaise gouvernance des hôpitaux. 1 ou 2% pour les médicaments. 40% pour les indemnités et les salaires. Alors que vous êtes tous des fonctionnaires. Aucune solution ou recommandation concrète pour le renforcement de la gouvernance des hôpitaux et du système de sécurité sociale. Le rapport des travaux sera soumis au chef de l'État en attendant que soient convoqués les États généraux de la santé. Un invité sur ce plateau, M. Mesmin Don Bio, c'est le directeur de cabinet du ministre gabonais en charge de l'agriculture. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler des travaux du programme WAVE, travaux qui s'ouvrent donc demain dans la capitale gabonaise. Est-ce que vous pouvez nous en parler de manière succincte? Quels sont les objectifs visés par ces travaux? Tout à fait, pour les spectateurs, je voudrais rapidement rappeler que les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes en réalité. Cette conférence est très importante pour nous pour deux raisons. D'abord, il y a une raison historique. Comme vous le savez, nous lançons demain donc la deuxième phase du programme WAVE et lors de la première phase, le Gabon n'était pas éligible. Donc il a fallu que le ministre de l'Agriculture, M. Biendi Mangaroum Savou, aille au Bénin se battre pour que le Gabon soit enfin éligible. Et donc se battre pour que ce programme s'installe donc en Afrique centrale. Rappelez également que c'est un programme qui est financé par la fondation Bill et Melinda Gates et donc qui appuie donc le développement de l'agriculture en Afrique, notamment sur son aspect manioc. Je disais tantôt que ce programme est à 2 points qui me paraît important d'être relevés. Alors l'intérêt du Gabon justement d'abriter ces travaux, c'est... L'intérêt du Gabon est double, j'ai dit tantôt, côté historique. Ensuite, vous savez qu'en 2014, le président de la République a lancé le programme Graines. Et lors de sa mise en œuvre, on a été confronté à un certain nombre de difficultés. Il y a eu beaucoup de réussites, mais également des difficultés. L'une des difficultés était liée donc à la disponibilité des semences de bonne qualité. Donc ce qui a fait en sorte que les semences n'étant pas performantes, les résultats non plus ne soient pas tout à fait au rendez-vous. Et donc le programme WAVE est un programme, comme je le disais, qui s'attache à lutter contre les maladies du manioc et à mettre à la disposition des paysans des semences certifiées de bonne qualité. Et donc le Gabon a donc intérêt
intérêt à abriter ce genre de programme qui va apporter donc l'expertise scientifique internationale, mais également des moyens. Des laboratoires sont mis en place, etc. Donc pour nous permettre, nous aussi, d'accroître notre production de manioc, donc, qui est une de nos spéculations phares, donc importante pour la sécurité alimentaire. Est-ce qu'une sensibilisation particulière a été mise en place pour les Gabonais de l'arrière-pays qui exercent justement l'agriculture? Oui, la sensibilisation va se faire après cette étape. Parce qu'en fait, on est là au stade de lancement. Dès les prochaines semaines, les équipes vont sillonner, les équipes scientifiques vont sillonner l'ensemble du pays, déjà pour observer les différentes maladies, les différentes contraintes qui empêchent notre manioc de pousser normalement. Et donc, à l'issue de cette première phase d'identification des problématiques, il sera donc lancé la deuxième phase donc, de mise en œuvre des solutions proposées donc, par nos chercheurs. Donc c'était un programme donc, très important. D'ailleurs, demain, nous avons invité un certain nombre de coopératives, de producteurs qui seront là nombreux donc, pour s'informer sur ce qui va se faire au Gabon et qui est très important pour l'avenir de notre filière manioc au Gabon. Ok, nous vous accordons 30 secondes pour vous adresser donc, aux téléspectateurs. Oui, donc pour la rencontre demain, donc j'invite le plus grand nombre à venir, notamment les coopératives, les producteurs et même les décideurs. Parce qu'un certain nombre d'orientations seront données au cours de cette conférence par rapport donc au développement agricole. Parce que nous avons un certain nombre de problématiques que nous allons adresser au cours de cette rencontre. Les problématiques liées donc aux maladies du manioc, à la question donc des boutures qui sont de mauvaise qualité, des semences, mais aussi à la question donc liée à l'évacuation de ces produits. L'heure, le lieu demain? Demain donc au Radisson à 9 h. Et donc ce sera placé sous la présidence donc, du ministre de l'Agriculture, qui va ouvrir les travaux donc, en compagnie d'un certain nombre de personnalités de ce pays. Monsieur Mesmin Dombio, directeur de cabinet du ministre gabonais de l'Agriculture. Merci. Merci beaucoup. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Mboumiakou, a été auditionné ce matin par les honorables députés membres de la Commission des finances, budget et comptabilité publique. Assisté en deuxième heure par sa collègue en charge de la défense nationale, Rose Christiano Soukaraponda, Anissé Mboumiakou est allé présenter les prévisions budgétaires 2020 des missions ministérielles administratives du territoire, puis justice, dans le cadre de l'examen de la loi des finances 2020. Le reportage de Rodrigue Bigoundou. D'entrée de jeu aux honorables députés, membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, l'économie de l'exécution budgétaire exercice 2019 dans le cadre de l'examen de la loi de finances 2020, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux Edgar Anissé Mboumiakou, s'est voulu crédible quant aux enveloppes budgétaires sollicitées pour l'exercice à venir au compte des missions administration du territoire et justice à lui dévolues. Pour la mission administration du territoire, le budget sollicité cette année est en nette diminution, passant de près de 75 milliards dans la loi de finances 2019 à un peu plus de 25 milliards cette année, soit une diminution de près de 50 milliards de francs CFA. Le gros de cette enveloppe devant être affecté à la gestion des collectivités locales, soit plus de 18 milliards de francs CFA. Pour la mission interministérielle justice, en partage avec le ministère de l'économie, des finances et des solidarités nationales dans son volet égalité des chances, Edgar Anissé Mboumiakou sollicite à lui seul une dotation de plus de 27 milliards 700 millions de francs CFA en 2020, contre un peu plus de 25 milliards en 2019. Le programme pilotage et soutien à la politique de l'intérieur et de la justice devant engloutir près de 16 milliards de cette manne financière. Présentant en deuxième heure, en sa qualité de chef de file, la mission interministérielle sécurité, en partage avec le ministère de la Défense, le ministre d'État en charge de l'Intérieur a sollicité pour le compte de l'exercice 2020 une dotation de plus de 25 milliards 600 millions de francs CFA contre un peu plus de 50 milliards en 2019. Le programme police nationale devant absorber à lui seul plus de 46 milliards 100 millions de francs CFA de cette enveloppe devant le programme gendarmerie nationale avec un peu moins de 4 milliards. Dans la même foulée, le siège de l'Assemblée nationale a abrité les travaux de la réunion du bureau et celle de la conférence des présidents. Les temps forts de ces deux organes dirigeants donc de l'institution dans ce reportage de Nicolas Monsard et les images sont de Francis Onémé.
L'histoire retiendra l'indignation du président Faustin Boukoubi à la suite de l'interpellation d'un député, l'honorable Bonaventure Diouma Fumbi, par une personnalité gabonaise. Faustin Boukoubi, en protecteur de l'institution, a fait sienne l'indignation du député de Moabi pour des propos tenus dans l'exercice de ses fonctions. C'était lors du passage à l'Assemblée du ministre en charge des relations avec le Parlement, venu défendre le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi portant création du Conseil national de la démocratie. Solidaires, les membres de l'organe dirigeant de l'Assemblée nationale ont décidé de la mise en place d'une commission d'information. Objectif de cette commission, confirmer la véracité des faits rapportés par l'honorable Diouma Fumbi. Un rapport à cet effet est attendu dans les 15 jours à venir. Cette décision a également été entérinée en deuxième heure par la réunion de la conférence des présidents qui a longuement débattu de la marge de manœuvre des députés sur l'amendement de la loi des finances actuellement soumis à l'examen des parlementaires. Pour cela, Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale, a eu ces mots, je le cite, « Nous avons la volonté politique d'avancer, oui, nous avons un pouvoir d'amendement, mais il est de notre devoir de tenir compte des réalités. » Fin de citation. La réunion de la conférence des présidents et celle du bureau ont jugé recevable la proposition de loi portant modification et complétant certaines dispositions de la loi fixant le cadre d'exercice de la profession d'avocat en République gabonaise. Activité des membres du gouvernement à présent avec l'audience ce matin au ministère de la Promotion des Investissements où le patron des lieux a reçu l'ambassadeur d'Égypte au Gabon. La tenue de la 4e édition du Forum Afrique 2019 qui se tiendra au Caire en Égypte était au centre des échanges entre les deux personnalités. Le point avec Guy Frey Ndongobian et Prestine Goengom. Eman. En prélude à la 4e édition du Forum Afrique 2019 qui se tiendra au Caire en Égypte du 20 au 23 novembre prochain, l'ambassadeur d'Égypte est venu remettre l'invitation du Gabon au ministre en charge de la promotion des investissements. On a parlé du potentiel de ce forum-là et comment on pourra bénéficier de ce forum-là pour le profit du développement en Afrique et pour le bien des Africains et des deux pays. Surtout qu'on est, premièrement, premier président en exercice de l'Union africaine. Deuxièmement, notre vision, c'est d'atteindre les objectifs de l'agenda de l'Afrique 2063. Avec pour thème « Investir en Afrique », c'est une plateforme d'échange sud-sud dans laquelle le Gabon présentera ses principaux secteurs propices à l'investissement. Et toute la problématique pour nous, délégation gabonaise, c'est comment vendre la destination Gabon, comment intéresser des investisseurs égyptiens pour qu'ils viennent au Gabon. Parce qu'actuellement, les flux entre nos deux pays sont des flux assez faibles. Donc, la délégation gabonaise à ce forum sur les investissements en Afrique, c'est d'attirer des investisseurs égyptiens au Gabon. Le rendez-vous est désormais pris dans quelques semaines au pays des pharaons où un modèle de développement pour l'Afrique sera mis en exergue. Pour sa part, le ministre des Transports, Justin Doundangoy, était ce matin en séance de travail avec les responsables de la RATP, structure française spécialisée dans les transports urbains. Il s'est agi de réviser le protocole d'accord visant la création d'une nouvelle société de transport urbain au Gabon. Tassela Minko et Victor Monunga, le point. Transurb est la nouvelle société de transport urbain en voie d'être mise en place à Libreville. Le lancement prochain de ces activités fait l'objet de la présente réunion de mise au point entre l'administration gabonaise des transports et son partenaire RATP Coopération. L'objectif à terme est d'assurer une mobilité urbaine plus fluide et garantie aux populations gabonaises. Les instructions du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, sont claires. Un service de qualité dans le respect des Gabonais. Il s'agit aussi ici de rassurer les uns et les autres que le projet de la Transurb est un projet réel. Nous voulons que ce projet, au-delà de son caractère réel, soit un projet viable et un projet durable.
D'où la nécessité pour le ministère dont j'ai la charge de s'attacher les services des compétences, notamment le cabinet KPMG qui nous accompagne et la RATP qui nous accompagne aussi pour mettre en place la Transurbe pour que cela soit durable et pérenne. Avec 70 ans d'expérience, la société française RATP Coopération jouera le rôle d'assistant technique auprès des équipes de la Transurbe. Notre expertise va se concrétiser par un transfert de savoir-faire pour le futur opérateur Transurbe, pour faire en sorte que l'opérateur gabonais Transurbe devienne aussi excellent, je dirais, que la RATP. La cérémonie de signature du protocole d'accord de modernisation du réseau de transport urbain de l'agglomération de Libreville aura lieu ce mercredi en présence de l'ambassadeur de France au Gabon. Après le ministère des Transports, le directeur général de la Régie autonome des transports parisiens, RATP, s'est rendu à l'hôtel de ville de Libreville, où sous instruction du maire de Libreville, le premier maire adjoint de la commune a eu donc des entretiens avec les responsables de la RATP. Une fois de plus, l'expertise de la structure française a été sollicitée par la partie gabonaise. Wilfried Piga Mwamba et Lubester Lenyongo étaient présents. Le processus de mise en œuvre de Transurbe à Libreville et ses environs exige une connaissance avérée de la ville en termes de mobilité urbaine. Il s'agit donc ici d'examiner l'ensemble des itinéraires empruntés régulièrement par les Gabonais. Avec le maire, nous avons échangé sur des problèmes de mobilité urbaine qui dépassent Libreville. Alors il y a une ambition claire qui est affichée aujourd'hui, c'est d'être opérationnel à un haut niveau d'efficacité. Améliorer l'offre publique de transport en commun, l'atteinte de cet objectif par les autorités compétentes trouve des réponses dans l'expérience de la Régie autonome des transports parisiens en matière de transport urbain et suburbain. Au niveau des transports en France, la RATP a complètement réussi et qu'il est question pour nous donc de voir avec les collectivités locales de l'estuaire la mise en œuvre de cette société Transurbe. Nous avons discuté de beaucoup de questions qui vont devoir faire partie du diagnostic que la RATP va mettre en place pour pouvoir nous proposer une offre acceptable, une offre de moindre coût pour le transport en milieu urbain, notamment pour nos compatriotes que nous servons. Transurbe, deuxième société publique de transport terrestre, semble être l'alternative la plus plausible face à la demande croissante des usagers et à la problématique de l'employabilité. Toujours en rapport avec la mairie de Libreville, cet appel à candidature pour les participants donc à cet atelier, initiation donc à la prospective dénommée Laboratoire du Nouveau Monde. L'initiative bénéficie de l'appui du système des Nations Unies au Gabon et a démarré ce mardi. Les détails avec Janice Ondongema et Gérard Magnagna. Sollicitant le génie créateur des jeunes, la mairie de Libreville et l'UNESCO affichent clairement la ferme volonté de réaliser les projets basés sur le label Libreville, ville pacifique et durable à l'horizon 2050. Label en parfaite adéquation avec l'engagement du président du conseil municipal, son Excellence M. Léon Dieu, et les maires de son bureau, à savoir Libreville, une ville propre, belle, attrayante, prospère et sécurisée. Une première en Afrique centrale, l'expérimentation du concept prospectif dit Laboratoire du Nouveau Monde permet de donner corps à l'écoute du citoyen et d'assurer sa participation effective dans cette vision prospective. Une large diffusion du concept est envisagée dans les différents réseaux de communautés locales à travers le monde, comme les réseaux des villes de l'UNESCO et les villes membres de l'organisation Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Demain, nous reviendrons sur les objectifs de cette opération et les retombées dans les 6 arrondissements que compte la commune de Libreville. Opération qui s'achève, il faut le dire, le 25 novembre prochain.
Suite à la menace des commerçants du Gabon de paralyser l'activité si la parafiscalité reste en l'état, le 4e maire adjoint de la commune de Libreville réagit. Edouard Nzengi apporte des éclaircissements face au dilemme qui les oppose aux acteurs de ce secteur. Il réagit dans ce reportage de Larding Gemamba et Eric Mokoko. Face aux menaces de certains épiciers de paralyser l'activité commerciale dans les communes de Libreville, Ovendo et Akanda à cause des taxes municipales et des assauts répétés des contrôleurs, le 4e adjoint maire de Libreville s'insurge contre le doigt accusateur de certains opérateurs économiques et tente d'établir la vérité. Il nous est revenu que l'ensemble de contrôles ou des taxes décriées par ces opérateurs économiques ne relevaient pas uniquement que de l'hôtel de ville. Il y a donc d'autres administrations, autant pour moi, qui font également du recouvrement chez l'ensemble des opérateurs économiques. L'hôtel de ville est indexé tout simplement parce que nous sommes une institution sociale. Donc, nous avons une proximité avec les opérateurs économiques. L'hôtel de ville, en ce qui concerne les taxes et amendes, les taxes et ces amendes sont réglementées par des textes. Et donc, nous n'inventons aucune taxe. Bien que conscient que certains agents municipaux limogés et retraités continuent d'opérer sur la bannière de la mairie, Edouard Nzengi sonne le glas de cette forfaiture. Le maire de Libreville entend aller en guerre contre ces ex-agents qui continuent d'opérer au nom de la mairie et qui ternissent l'image de notre institution. La mairie reste ouverte et disposée à travailler en toute collaboration avec ses partenaires, martèle le 4e adjoint au maire. Mouvement d'humeur à Averda, la société commise pour le ramassage des ordures dans la commune de Libreville et ses environs, où les agents de cette structure réclament 3 mois de salaire impayé. Une situation qui pourrait, une fois de plus, occasionner l'accumulation des ordures ménagères dans les différentes artères de la capitale gabonaise. Le reportage de Georges Kombila et Gérard Mindou. Une fumée qui annonce et accompagne le ras-le-bol des agents de la société Averda, qui réclament leurs 3 mois d'arrêt de salaire. On nous tourne en bateau, on en a ras-le-bol. Ce qu'on veut, c'est qu'on finisse avec nous. Nous sommes expulsés des maisons. On ne peut pas continuer à dormir dehors avec des pères de famille, avec les enfants dehors. Ce qu'on veut, c'est qu'ils disent réellement la vérité. Ce qui se passe, et l'argent est là où ce n'est pas là, où ils vont nous payer telle date, quand on passe telle date, on ne vient pas le sur de notre compte, et puis on s'en sépare, c'est tout. Pour exprimer la profondeur de leur indignation, les travailleurs de cette entreprise de collecte d'ordures ménagères ont érigé des barricades sur le pont bascule avant d'envahir l'enceinte de la direction générale, en réponse à ces derniers qui n'ont pas respecté leurs engagements. Minko, il n'est jamais présent. Lui, il vient que quand la population n'est pas là. Le vendredi passé, lui-même, Minko dit que non, passer le 5, prendre l'échec. Tout est déjà fait. On vient encore, il envoie les messages au 4 et il dit au 4 que non, ce n'est plus nécessaire de se retrouver ici, là, le 5. Il veut faire le bras de fer avec qui? Ça, c'est la moquerie. L'absence sur les lieux des responsables d'Averda n'a pas permis à nos reporters d'équilibrer l'information. L'actualité au palais de justice de Libreville reste marquée ce jour par l'audience solennelle d'installation de hauts magistrats. Les détails dans ce reportage de Césarine Andem et Bertin Osaga. Ils sont au total 32 magistrats du siège promus lors du dernier conseil de la magistrature de juillet dernier aux fonctions de président, vice-président, juge d'instruction, procureur adjoint et substitut du procureur. Ces fonctionnaires hors hiérarchie ont été installés au cours de cette audience solennelle présidée par le président du tribunal de première instance de Libreville. Le procureur de la République, Olivier Nzaou, a donné quelques conseils à leur endroit. Le procureur de la République est chargé de faire appliquer la loi, toute la loi, mais rien que la loi. Le procureur n'est pas un altruiste de nature. C'est un empêcheur de tourner en rond, de s'arranger entre soi. Le procureur sévit au carrefour de la loi et de l'ordre public. Il a le pouvoir de poursuivre lentement ou à grande vitesse. Poursuivre lentement pour nom information judiciaire. Je saisis la présente occasion pour attirer utilement l'attention des délinquants sexuels que ce fléau de placement insupportable des jeunes filles qui dégradent la République. Et sur cette question, la justice frappera
Le président du tribunal, quant à lui, les a exhortés à plus d'abnégation au travail, car le juge reste le pilier de la justice. Nous devons rendre la justice telle que nous l'impose le serment que nous avons tous prêté, qui constitue la meilleure protection du juge. Aux yeux de la majorité des justiciables, c'est la personne même du juge qui reflète la qualité de la justice plutôt que le système judiciaire et ses garanties procédurales. Ces hauts magistrats sont envoyés à l'exercice de leurs fonctions pour une justice équitable et crédible aux yeux des justiciables et de l'opinion publique. Sur ce sujet, nous recevons sur le plateau Charles Obamondo de la rédaction de Gabon Première. Bonsoir Charles. Bonsoir. Alors, le tribunal de première instance ce matin et hier, la cour d'appel judiciaire. Et si on faisait le point, Charles Obamondo, sur les installations et leur incidence sur le judiciaire? Encore une fois, bonsoir Yves. Faire le point sur ces installations et sur l'incidence revient d'abord à dire que tout simplement que ces installations ont permis à ces promus, les magistrats et les greffiers, de prendre véritablement du service. Ces installations ont également permis donc à ces différentes juridictions, que ce soit le tribunal de première instance ou la cour d'appel judiciaire, de fonctionner normalement. Maintenant, concernant l'incidence sur le justiciable, il faut toutefois faire remarquer que c'est en pareille circonstance qu'effectivement que le justiciable est renseigné sur le parcours, sur le chemin à parcourir depuis les tribunaux de première instance, la cour d'appel et la cour de cassation. On va s'arrêter 2 petites minutes pour expliquer la cour d'appel est un second degré de juridiction. En première instance, si effectivement le justiciable n'est pas satisfait de l'ordonnance du jugement rendu par le juge, le justiciable peut interjecter appel, voire donc au niveau de la cour d'appel, pour que son affaire soit réexaminée au niveau du fait, au niveau des faits et au niveau du droit. Là aussi, le plaignant peut aussi se montrer insatisfait et saisir à nouveau la cour de cassation et va se pourvoir donc en cassation, et la cour de cassation, à partir de cet instant, examine rien que le point du droit. Alors, s'il y a toujours cette ambiance un peu malsaine qui va régner et créer la navette entre la cour de cassation voilà, et les autres juridictions, la cour se réunit à nouveau, la cour de cassation, et va rendre ce qu'on appelle un arrêt des chambres, c'est-à-dire une décision apparemment qui doit mettre un terme donc, à ce démêlé. L'avantage donc de cette procédure, c'est que c'est la jurisprudence qui gagne parce qu'il y a une unification de la jurisprudence, mais également il y a une uniformité au niveau de l'interprétation des textes. Vous savez que chez les juristes en général, la moindre virgule, le moindre déplacement de la conjonction peut faire frémir n'importe quel homme de droit. Exactement. Alors Charles, justement en parlant des textes qui déterminent l'organisation, le fonctionnement et même la compétence et attribution de ces juridictions, que dire là aussi? Alors à ce niveau, le droit a une nationalité. Yves, le droit a une identité. Alors, il y a tout un socle juridique qui détermine les conditions d'organisation, de fonctionnement, des compétences, des attributions de toutes ces juridictions. Alors, de façon générale, globale, c'est générique, c'est l'abécédaire, on peut avoir des définitions de droit de façon générale, mais chaque pays s'arrête sur ses spécificités et dans les textes qui concernent donc le fonctionnement, les compétences de la Cour de cassation, de la Cour d'appel et peut-être des tribunaux en première instance, le Gabon a dû introduire ses propres spécificités en termes de réforme. Mais il faut signaler qu'il n'y a pas de séparation. Et on va terminer par là, oui, il n'y a pas de séparation étanche entre donc, le droit en interne et le droit international. Il y a des mécanismes qui permettent effectivement à ce qu'il y ait des échanges, des couloirs entre ce qui est dit à l'international et ce qui se fait au plan national. Charles Obamondo de la rédaction de Gabon Première. Merci Charles. Une note de sport pour la fin, reçue en audience par le ministre des Sports Franck Guéma, le coordonnateur général de la Tropicale Amissa Bongo, a pu discuter des aspects techniques de la 15e édition de cette course cycliste qui va se dérouler du 20 au 26 janvier prochain, et cela au Gabon. Les échos de l'audience avec Ruth Mignolet. Organisée à la fin du mois de janvier, la Tropicale Amissa Bongo attire principalement des équipes nationales, africaines, mais aussi quelques équipes professionnelles européennes et notamment françaises. Et pour la 15e édition, Benjamin Burlou, coordinateur général de la course cycliste la plus prestigieuse d'Afrique, donne les attentes de l'édition 2020.
Le ministre des Sports souhaitait qu'on ait une dernière rencontre pour finaliser le parcours de la 15e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Ce parcours est maintenant officiel, validé par le ministre des Sports. Et ce sera probablement la plus longue tropicale de son histoire, avec plus de 1000 km parcourus. À l'initiative, la Tropicale Amissa Bongo est créée pour inciter les Africains à courir sur le continent et devenir un plateau révélateur de talents. On va accueillir 10 équipes nationales africaines, les meilleures du continent. On va accueillir 5 équipes professionnelles, dont 3 équipes issues du Tour de France. Ça sera sportivement la tropicale la plus relevée de son histoire, la plus difficile aussi, puisqu'on dépassera les 1000 km de course. On va renouer avec une province qu'on n'a pas vue depuis 5 ans et qui attendait la tropicale, l'Ogooué maritime. Une compétition qui présente des spécificités bien particulières, puisque l'âme et l'esprit de celle-ci ont pour but le partage et la rencontre des cyclistes de différents horizons. À noter que la 15e édition ira dans les routes du Walintam, du Cameroun, de l'Ogooué maritime, du Moyen-Ogooué et de l'Estuaire, soit un linéaire de près de 1000 km. Fin du 20h sur Gabon Première. Merci pour votre fidélité. 23h, retrouvez Wivine au Vendant pour vous informer. Quant à moi, je vous dis à demain 20h si Dieu le veut.